1. À toi, Sabrina. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Parole d'honneur comme chaque semaine pour l'actualité de la semaine. Et puis semaine bien chargée, hein, n'est-ce pas Samir? Bien Géchard, voilà. Pour chez nous. Cette semaine, donc, on va parler bien sûr de l'annonce de dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde, puisqu'on a avec nous Omar Al-Soumi qui est là justement pour en parler. Bienvenue Omar. Bonsoir. On va parler aussi ensuite de toutes les mobilisations autour de la lutte contre l'islamophobie depuis l'assassinat du jeune Abou Bakar. On a aussi une actualité sur le PS, le 1er mai, le fameux 1er mai. Hein, voilà. Voilà. Et puis autour de nous, on a alors déjà Omar Al-Soumi. Donc toi, tu es le fondateur, cofondateur d'Urgence Palestine. Merci déjà de m'accueillir, ça fait plaisir d'être ici. Un des fondateurs, un de ces Palestiniens, Palestiniennes, exilés ici en France, Boussole Palestine. Urgence Palestine est née après le 7 octobre et voilà, on a porté cette belle aventure. Et aujourd'hui, ils veulent y mettre fin, mais on ne va pas se laisser faire. En tout cas, bienvenue, on est content de t'avoir, d'autant que demain, il y a un grand rendez-vous, un grand meeting, on va en parler tout à l'heure. On a aussi Youssef Oussouma avec nous. Bonsoir chers amis, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, on se retrouve. T'es pas content de nous voir? Très très content de vous voir. Des fois, il y a du bon dans les coutumes. Les traditions. Toujours. Et les traditions. Et c'est vrai que ce lundi, c'est une très bonne habitude. Ah oui. T'étais où ce week-end, Youssef? Ce week-end, t'étais où? Alors j'étais à Chambéry, où justement j'ai retrouvé nos frères d'Urgence Palestine et beaucoup d'autres. Donc j'en profite pour faire un grand salam à tous les amis de Chambéry, à ce très très dynamique comité d'Urgence Palestine de Chambéry, qui à mon avis est un des plus dynamiques de France d'ailleurs, hein, avec celui de Paris bien sûr, hein, et avec tout un travail extraordinaire qu'ils font. Ils avaient organisé un village Palestine avec beaucoup d'interventions, il y avait les familles, les enfants, il y avait un côté aussi un peu kermesse palestinienne, vraiment super. Donc un grand salam à vous, chers amis. Et force. Et force, comme on dit. Ouais, je suis obligé de m'ajouter au salam, au grand salam. En fait, on est revenu de Chambéry en se disant, mais ils peuvent pas dissoudre ça. C'est un truc trop puissant. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, il y a des familles, il y a des enfants, il y a tout cela. Et puis, mon week-end n'était pas terminé, puisque c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs de Chambéry, que je ne suis pas resté le dimanche, malheureusement. Mais c'était pour retrouver d'autres camarades hors de l'Union des communistes révolutionnaires. Et c'était pour l'anniversaire de Bandung. C'était pour le 70e anniversaire de la conférence de Bandung de 55. Et il y avait des représentants d'un peu partout dans le monde, donc des communistes, hein, et tiers-mondistes, évidemment. Et ça nous a permis d'évoquer cette conférence de Bandung et l'actualité de Bandung telle que nous l'avions déclinée au pire, Urgence Palestine, voilà. Au pire, comment QGD colonial et maintenant Parole d'honneur. Donc cette filiation, comment nous avions décliné Bandung en France aujourd'hui dans ces métropoles impérialistes. Voilà, donc un grand salam aussi à tous les organisateurs parce que c'était vraiment très intéressant, ça se tenait à Saint-Denis. Nous, t'as des week-ends chargés, hein? Bah écoute, heureusement que les week-ends ne font que 2 jours parce que sinon... Et toi aussi, Samir, qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end? Bonsoir, moi j'étais avec ma famille. Oh, voilà, j'étais pas en mode militant, j'étais en mode famille. Non. Et samedi soir? Samedi soir. Ah oui! Oh là là, ouais, mais tu sais que le week-end... Ah non, mais attends, j'ai une excuse, c'est que pour moi le week-end c'est dimanche, lundi. C'est pour ça. Mais samedi soir, oui, bien sûr, j'étais au Ciné-Club avec Hicham et avec surtout, je dirais, les militants Kanak. Ah bah oui. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 5 mai et hier, c'était le triste anniversaire de l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou, le 4 mai 1989. Donc, c'était aussi une manière de se rappeler à sa mémoire. Jean-Marie Tjibaou, qui était le leader du FNLKS. Tout à fait, du Front de Libération Nationale, Kanak socialiste. Et donc, dans quelques jours, on va aussi, atteindre les 1 an du début de l'insurrection Kanak, si on peut l'appeler comme ça. Le peuple Kanak qu'on soutient vraiment autant qu'on peut. Et donc, samedi soir, on a diffusé un documentaire dans le cadre du Ciné-Club qui s'appelle One Yahat. Pour ma part, je ne connaissais pas très bien cette histoire. C'est une tuerie. 10 Kanaks, 10 militants du FLNKS avaient été tués dans une embuscade en décembre 1984. Et ça a été un peu oublié, ou en tout cas invisibilisé. Et j'invite tout le monde à connaître cette histoire parce que c'est un peu
ce drame, cette tuerie qui n'a jamais été punie par la loi, qui permet aussi de comprendre toutes les luttes du FLNKS qui ont eu lieu dans les décennies jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, force au peuple kanak. Et vive la Kanaki libre. Vive la Kanaki. C'est un combat de plus d'un siècle maintenant, on le dit trop souvent, les Kanaks. 1853, l'arrivée des Français. Voilà, même s'il y a eu une reprise dans les années 80, mais c'est un combat aussi de plus d'un siècle. Hein. Je crois que j'ai plus parlé que samedi soir. Non, parce que les intervenantes étaient vraiment très intéressantes. Ouais. Et comme on l'a dit, on était là surtout pour écouter. C'est aussi ce qu'on va faire avec Omar, j'aurais fini après. Mais je voulais vraiment... voilà, en étant physiquement, tu vois, avec Omar, en le touchant comme ça, apporter physiquement mon soutien à Urgence Palestine, à Omar pour le combat noble qu'il mène avec tous les camarades de UP. On lâchera pas parce qu'on ne peut pas dissoudre, j'allais dire, une conviction. Quand on a une conviction chevillée au cœur, au corps, ça, on ne peut pas le dissoudre. On peut dissoudre une organisation, on peut empêcher des gens de se réunir, etc. Mais vous ne pourrez rien faire. On soutiendra la Palestine jusqu'à la mort, jusqu'au bout, jusqu'à qu'on puisse plus physiquement le faire. On continuera à le faire. Et ça, vous ne pourrez rien contre ça. Free Palestine et vive Urgence Palestine. Ouais. On va en parler juste avant. Je fais la petite promo. Donc, il vous reste à acheter encore le magazine Nous. Si vous ne l'avez pas fait, il est comment, Samir ? Il est top. Surtout, moi je le dis toujours, mais je soutiens, c'est la team du fond de la classe. L'article de Boumed sur Bassem, frère, mais pas grand frère. Et bien sûr, tous les autres, les contributeurs. Mais voilà, j'ai un kiff particulier pour celui-là et l'article de Souvarine aussi sur les petits blancs. Ouais, voilà, le thème, fascisme ou révolution, super intéressant. Et puis, il n'y a plus de numéro 1. C'est le tien, celui-là. Disponible en PDF, il me semble. Oui. Disponible en PDF, Yazid. Et puis, le numéro 2, il est plus disponible, mais regardez, il est beau. Hein. Il n'y en a plus du tout, numéro 2 ? Non, pour l'instant, on n'a plus. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut y aller tout de suite. Et on peut en profiter pour dire à toutes les personnes qui ont commandé, il y a eu un petit, j'allais dire pas un retard, mais c'est pas un retard en fait. Moi, c'est ce que j'explique aux gens quand ils me demandent. C'est un délai long. Ce qui pourrait paraître être la même chose. Non, mais parce que... Non, mais voilà, il y a quelqu'un qui dit que j'ai commandé mi-mars et je ne l'ai toujours pas reçu. Blague à part, on est une toute petite équipe, on est bénévole, on a des boulots à côté. Et on fait ça en plus de notre boulot. Et donc, ça prend plus de temps que si on était la World Company ou qu'on utilisait Amazon ou je ne sais quoi. Donc, il faut aussi avoir une certaine cohérence dans notre manière de militer et une bienveillance vis-à-vis de l'équipe par rapport à ça. Mais vous recevrez, il n'y a pas de carotte chez nous. Ouais, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas perdu par la poste. C'est juste que pour l'instant, on est un petit peu en retard. Et si vous passez par Paris, vous pouvez évidemment passer le prendre. Ou si vous connaissez quelqu'un qui passe par Paris, il est toujours possible aussi de s'arranger. Hein. Et les universités d'été, bien sûr. Alors, les universités d'été, donc cet été, le 18, le 19 et le 20 juillet, donc il y a l'université d'été du QG décolonial, Penser le pouvoir et l'hégémonie avec Fanon et Gramsci. Là aussi, il y a déjà beaucoup de places qui ont été achetées, donc dépêchez-vous. C'est vraiment pas un mensonge pour vous faire acheter. Non, au contraire, allez-y. J'ai entendu dire que les indigènes sont toujours les derniers à s'inscrire. Donc il y a un petit lot de places qui leur a été réservé. On ferait pas ça quand même. C'est pas notre genre. Ouais. C'est de la discrimination positive, ça. Voilà, du coup... Dépêchez-vous en tout cas de vous inscrire, oui. On peut commencer, je pense qu'on a fini avec la promo de Parole d'honneur. On a Omar avec nous ce soir. Le 11 mai, on en parlera tout à l'heure quand il y aura Mal avec nous. Du coup, le Tipeee, Parole d'honneur, donner pour qu'on puisse continuer à faire des émissions, à produire des vidéos. C'est avec un don régulier que vous nous permettez de continuer à faire ce qu'on fait. Donc merci à vous. Alors du coup, merci de ta patience Omar depuis que tu es arrivé. Donc du coup, on fait un petit point quand même pour les gens qui ne sont pas au courant. Bruno Retailleau, il y a quelques jours, a annoncé qu'il a engagé des procédures de dissolution qui visent 3 collectifs. Urgence Palestine, la Jeune Garde, mais aussi Lyon Populaire qui est un collectif, lui, d'extrême droite. Pour ceux qui ne le savent pas, la Jeune Garde, c'est un collectif antifasciste qui a été fondé en 2018.
Et donc, Retailleau a déclaré, hein, comme on le voit, qu'il voulait taper sur les islamistes pour qualifier, pour justifier sa demande de dissolution. Et concernant la jeune garde, il a évoqué des violences et des liens qui auraient des actes, des rapports avec l'antisémitisme, notamment une agression d'un adolescent juif. Alors depuis, bien sûr, vous avez réagi avec Urgence Palestine. Tu as fait, toi, une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux, j'ai vu ça, où tu expliques qu'avec cette tentative de dissolution, eh bien, le gouvernement français est complice du génocide en cours à Gaza. Omar ? Clairement. Enfin, je pense que c'est par ça qu'il faut commencer. Le sujet, c'est pas nous, c'est jamais nous. Le sujet, c'est la cause palestinienne, et la raison pour laquelle elle est absolument vitale aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce génocide à Gaza. On a reçu cet arrêté de dissolution le jour où les agences des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, annonçaient qu'il n'y avait plus un sac de farine dans leur stock. Au moment où le siège provoque la famine, qui est une terreur supplémentaire dans la guerre génocidaire des colons contre le peuple palestinien. Et on ne s'attendait pas honnêtement à ce que ça arrive à ce moment-là. On savait que l'extrême droite et les lobbies pro-israéliens souhaitaient, demandaient, exigeaient la dissolution d'Urgence Palestine, notre interdiction. Et en fait, on est nés, nous, au moment où c'était interdit de manifester, de se promener avec un kéfier à Paris ou d'avoir un drapeau palestinien place de la République. Donc on l'attendait d'une certaine façon. Mais on pensait que ça viendrait soit après un dérapage, soit après un événement extérieur, une dinguerie d'un mec qui perd les pédales et qui fait une folie, mais pas là, pas comme ça. Et ça, je pense que ça vaut la peine de l'analyser, mais encore une fois, moi je tiens à dire, à l'heure où le peuple palestinien fait face au génocide, à l'heure où les gens ont été déplacés 4 fois, 5 fois de leur maison, détruites, ils reposent leurs tentes, ils sont retournés sur le nord de Gaza dès qu'ils ont pu pour poser la tente. Pour moi, c'est le message en fait. Concrètement, les Palestiniens, on a une longue histoire de lutte, une longue histoire de résistance. Plus d'une fois, ils ont détruit des maisons palestiniennes, mais ça n'a jamais empêché les Palestiniens de rester sur leur terre, de rester fidèles à leur cause, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Urgence Palestine, ça n'existait pas il y a 2 ans. La cause palestinienne, elle continuera. Tant qu'on n'est pas en mesure de rentrer libre sur notre terre, on continue le combat. Oui, alors, concernant justement le prétexte qui était invoqué, on le rappelle, c'est quoi? On a du mal à comprendre parce que c'est très très confus, ces accusations. Toutes les informations en fait, de façon très précise. Là, je peux vous en dire davantage. Au début, voilà, il a fallu aussi caler avec les avocats comment est-ce qu'on répond à ces accusations qui sont toujours diffamatoires et mensongères et manipulatoires des autorités. Là, clairement, Retailleau, ce qu'il dit, enfin plutôt le ministère de l'Intérieur, en fait, il nous accuse, comme toutes les personnes qui portent la cause palestinienne, d'être violents, d'inciter à la haine, antisémite et terroriste. Foncièrement, en ça, il n'y a rien de nouveau. On a vu des syndicalistes, des personnes de toutes les obédiences politiques, culturelles, religieuses subir cette répression et cette diffamation. Là, ce qui est spécifique, c'est la dissolution. C'est-à-dire qu'on est la première organisation après le 7 octobre à subir cette violence. On n'a eu aucune condamnation. Moi, j'ai jamais eu affaire à la justice jusqu'à présent. On a toujours été vigilants sur ce qu'on dit, même si on a été toujours aussi extrêmement clair sur le fait que nous, comme Palestiniens ici en France, on soutient la résistance légitime de notre peuple par tous les moyens nécessaires, que oui, ici et partout, nos diasporas, elles sont inspirées par la détermination, la force et le courage de la résistance du peuple palestinien à Gaza comme partout ailleurs. Et ça, aujourd'hui, ils veulent le criminaliser. Mais c'est même pas là devant les tribunaux. Il s'agit tout simplement d'un arrêté de mort que le ministère de l'Intérieur veut nous imposer. Mais il y a des recours. Et en fait, la mobilisation, elle a commencé très très vite. Il y a déjà plus de 30 000 personnes qui ont signé une pétition pour dire non à la dissolution d'Urgence Palestine. Il y a demain un meeting où il va y avoir du beau monde, place Stalingrad. Et c'est un symbole aussi que de le faire à cet endroit-là. C'est un meeting commun en plus. Urgence Palestine, Jeune Garde, contre la dissolution. Et nous, notre conviction, c'est que quoi qu'il arrive, on sortira plus fort de cette histoire. Peut-être l'AFI, même Besancenot, non, on me dit Ouais. Depuis qu'il y a eu cette annonce de dissolution, on a observé, en tout cas moi j'ai observé, il y a des élus et des représentants qui vous soutiennent à gauche et d'autres qui disent rien.
Il y a des silences gênés, mais comme depuis le début, en fait. Alors, non, mais que les gens comprennent bien, l'AFI apporte son soutien. Comme organisation politique, il faut être clair, il y a toutes les forces politiques à gauche du PS, on va dire, qui ont amené leur soutien. Bien sûr, la France Insoumise, le NPA, Révolution Permanente, Génération Écologie, Les Verts. Le Parti communiste, non ? Le Parti communiste en tant que tel, bon, on sait les problèmes qu'ils ont à la tête de ce parti. Donc il y a beaucoup de personnes sincères et de sections locales qui soutiennent ardemment la cause et protestent contre la dissolution d'Urgence Palestine. Elsa Fossillon, qui est députée du Parti communiste, elle sera notre invitée à la tribune aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Besancenot et voilà d'autres invités. Mais on voit là les personnalités qui vous soutiennent. Bon, il y a Samir Bouslina, bien sûr, mais bon, il est connu internationalement, donc on va même pas le mentionner. Qui s'est glissé là. On a aussi Jean-Luc Mélenchon qui sera là, Olivier Besancenot. Il y a aussi un petit peu des chanteurs, des Calogero, on a des humoristes. Adèle Hanel, et j'ai l'impression, moi j'ai regardé un petit peu dans le détail, j'ai l'impression que ça visibilise aussi qu'il y a pas mal de gens auxquels on ne s'attendait pas forcément, qui sont aussi en soutien de la cause palestinienne. Franchement, il y a énormément de gens qui soutiennent la cause palestinienne, et ça c'est un truc qu'il faut se dire clairement. Quand le pouvoir il se raidit de cette façon, c'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il est en détresse. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens savent qu'il y a un génocide aujourd'hui, qui savent que du coup ce régime colonial, c'est une aberration et une abjection. Et les gens, ils sont aux côtés du peuple palestinien, bien sûr. Et donc, en fait, s'ils n'ont plus que la matraque, c'est qu'ils ont déjà perdu d'une certaine façon. C'est aussi ce qui nous rend déterminés, résolus et confiants dans la suite. Et c'est clair que tous ces messages de soutien qu'on a reçus, voilà, ils font vraiment chaud au cœur, ils donnent de la force. C'est notre objectif, de sortir renforcé de cette vilaine histoire. Et pour le faire ça, c'est simple. Nous, ce qu'on dit à tout le monde, c'est pas juste envoyer un message ou soutenir ou quoi. La façon de soutenir, elle est très concrète, elle est matérielle. Il s'agit de signer la pétition, de laisser votre mail, votre 06 et de partager, propager. Et si vous ne voyez pas dans le Hall of Fame là, des soutiens d'Urgence Palestine, des personnes qui, selon vous, portent les valeurs qui sont les vôtres, s'il y a des artistes, des sportifs ou des élus que vous aimeriez voir là, interpellez-les directement, demandez-leur comment ça se fait que vous ne soutenez pas aujourd'hui l'organisation qui, à l'heure du génocide de notre peuple en Palestine, c'est la seule organisation palestinienne. C'est une organisation qui a été créée par les Palestiniens. À l'heure où ils veulent détruire notre peuple, ils veulent aussi nous étouffer ici. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va laisser faire? Je pense que la réponse de l'immense majorité des gens qui nous écoutent et de beaucoup d'autres partout ailleurs, elle est claire. La réponse c'est non et on ne va pas laisser se faire. Oui, bien sûr. Il est clair que c'est une volonté d'écraser la cause palestinienne, d'écraser les soutiens de la cause palestinienne. Mais on voit bien à quel point ce genre d'entreprise est vain. Imaginons... C'est le genre qui est vain. Il est costaud. Franchement, Youssef, en syntaxe française, tu peux pas tester. Non, mais est-ce qu'on imagine pendant la guerre du Vietnam, un ministre, à l'époque, dire nous allons dissoudre les comités Vietnam? Alors tu sais, je vais te dire un truc, Youssef, on a eu un très beau message de camarades vietnamiens. Ah oui. Et ils nous ont fait part, et du coup ça c'est une histoire qu'on devrait enquêter ensemble, parce qu'ils nous ont dit, tu sais, Omar, il y a eu justement dans les années 70 des dissolutions de comités vietnamiens. Oui. Mais du coup je pense que c'est aux diasporas vietnamiennes que les gouvernements à l'époque se sont attaqués, davantage qu'au comité Vietnam qui était constitué de plein de militants divers. Mais donc il y a quand même une histoire à enquêter de ce côté-là. Mais bien sûr, et d'ailleurs à l'époque il y a eu pas mal de comités, je me souviens qu'il y avait un comité qui s'appelait le comité Indochine-Palestine. Or ils avaient repris le terme d'Indochine parce que c'était pas uniquement le Vietnam, Vietnam, Cambodge, etc. Laos. Bon, et ces comités n'ont jamais été dissous, en tout cas n'ont jamais été dissous. Alors bien sûr il y a eu des menaces, il y a eu toutes sortes de choses, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas dissoudre une révolution. C'est une révolution, le combat palestinien. C'est pas uniquement un combat d'arrière-garde, c'est une révolution qui concerne le monde entier. C'est-à-dire que la victoire du peuple palestinien est la victoire aussi de toutes les forces progressistes du monde. Dès l'instant où l'impérialisme est en échec quelque part, en échec relatif, n'allons pas claironner les victoires, mais dès l'instant où l'impérialisme est en échec, est mis en échec, c'est un souffle pour l'ensemble des luttes de la planète. Et c'est ce lien que les gens doivent comprendre. Donc quand on soutient la Palestine et quand on soutient Urgence Palestine, on ne fait pas que soutenir une organisation ou une lutte lointaine, on soutient vraiment les luttes ici. Plus l'impérialisme sera affaibli, et entre autres le sionisme est une des ailes principales de l'impérialisme, en tout cas au Moyen-Orient c'est la principale, et plus cela sera favorable à toutes les luttes ici. Il faut absolument le comprendre. Et Retailleau, actuellement, s'inscrit tout à fait dans l'offensive impérialiste contre les grandes luttes.
Bah, ils l'ont bien compris. Mais songeons simplement à leur attitude par rapport à l'Ukraine. Bon, alors, le peuple ukrainien a toute notre sympathie, bien évidemment. Mais comment on hisse le drapeau ukrainien sur les mairies, etc. Il ne viendrait pas à l'esprit de dissoudre même un comité de soutien. Pourquoi? Sous quel prétexte? Donc on nous dit islamiste, etc. Oui, le mot facile, hein, c'est le mot avec lequel on fait peur. Exactement comme auparavant, il y a longtemps, on faisait peur avec les concepts de judéo-bolcheviques, etc. Et c'était cela, hein, on associait directement une communauté, une religion avec une idéologie. Et là, on retrouve un petit peu la même chose. C'est une entreprise vraiment, vraiment raciste. Hein, dans le fondement, est vraiment, vraiment raciste, c'est clair, qui s'appuie sur l'islamophobie, qui s'appuie sur le mépris souverain d'un peuple qui résiste dans des conditions inimaginables. La résistance palestinienne, elle se fait dans des conditions inouïes. Je crois que ces conditions n'ont jamais été vraiment, vraiment... je crois que dans l'histoire, il est rare de trouver de telles conditions. C'est quasiment inédit. Ouais. Un tel nombre... Alors, il y a eu des résistances, bien sûr, on parlait du Vietnam, l'Algérie, etc. Mais là, un tel nombre d'ennemis à la fois. C'est qu'à l'époque du Vietnam ou de l'Algérie, ces luttes pouvaient compter sur le soutien du camp socialiste. Il y avait encore une gauche qui était là. Il y avait encore une gauche qui était là, malgré tout. Hein. Mais là, c'est très... C'est quasiment seul contre tout le monde impérialiste. C'est incroyable. Ouais. Dans une quasi-solitude, enfin quasi-solitude. Ouais. Non, parce qu'il y a des milliards de personnes, il y a des milliards de cœurs qui sont... On le voit, ouais, bien sûr, on le voit bien, hein, mais au niveau des grandes puissances, au niveau des puissances même relatives, le peuple palestinien, ce qu'il fait est absolument inimaginable. On le voit avec les soutiens, et quand j'écoutais Omar tout à l'heure, justement, je me disais, voilà, quelque part, cette menace de dissolution, il faut toujours trouver une vertu dans les choses. Et la vertu, c'est que elle permet à des gens, peut-être qu'on n'aurait pas soupçonné, de pouvoir dire, voilà, non, ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas dissoudre cette organisation qui soutient le peuple palestinien, qui nous permet de nous organiser pacifiquement pour tous les samedis, tous les dimanches et le reste de la semaine aussi, monter des actions, etc. Ça, on ne vous laissera pas le faire. Et y compris des gens qui ne sont pas ultra politisés, ultra engagés. Et en sachant qu'en plus... On voit bien qu'aujourd'hui, soutenir la Palestine, c'est pas neutre. C'est quelque chose qui te met un peu sous les feux des projecteurs. Et quand t'es connu, quand t'es artiste, etc., je pense à Calogero, tu peux te retrouver harcelé ou critiqué par un certain nombre de personnes. Et dans les actions, y a un truc que j'ai vu aussi aujourd'hui que vous proposez, c'est aux gens de monter des événements dans les bars, dans les petites salles de concert, etc. Donc de prendre contact avec le Urgence Palestine locale, avec un lieu comme un bar par exemple, et d'essayer de monter avec les personnalités locales aussi des comités de soutien, enfin des événements de soutien. On va profiter de tous les espaces et tous les interstices pour porter la lutte. Ouais. Moi, il y a un point vraiment qui me semble important dans la séquence politique, juste parce que tu as parlé du caractère islamophobe de cette offensive. Il faut juste se rappeler de la chronologie des événements. Vendredi, l'attentat islamophobe, le meurtre terrible de notre frère Aboubacar Cissé dans la mosquée de Grand Combe. La totale apathie, le silence terrible du gouvernement et du ministre de l'Intérieur en particulier. Il se retrouve pris à défaut. Il se retrouve dans une position où même dans son camp, il est critiqué. Même dans les médias mainstream, on lui dit mais c'est pas un peu trop d'islamophobie quand même? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes le ministre de l'Intérieur quand même. Le lundi, du coup, il sort la carte qui le permet de le remettre en selle dans ce statut régalien de chef de son camp, d'une droite bien autoritaire, d'une droite de plus en plus extrême. Et ce qu'il fait, du coup, il ne trouve pas mieux, en plein génocide, au lendemain d'un attentat islamophobe, de jeter cette carte de la dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde. Clairement, c'était des dossiers qu'ils avaient préparés depuis longtemps. On voit bien qu'on était traqués depuis très longtemps. Mais voilà, que ça intervienne à ce moment-là, pour moi, ça montre combien la lutte du peuple palestinien, elle est liée en fait à la situation, à la condition des diasporas post-coloniales, des musulmans et des musulmanes en particulier, et combien aujourd'hui c'est un combat commun qu'il s'agit de mener. Et en fait, même dire combat commun, c'est presque être à côté de la plaque. Fondamentalement, c'est une seule et même cause. Depuis le début, on le dit. Et là, aujourd'hui, on va avoir l'occasion de traduire ça dans les actes aussi. Je pense que vos invités, après, ils vont pouvoir en parler. Mais le 11 mai, on va donner le maximum de force à cette mobilisation. C'est peut-être une des dernières fois où on va pouvoir se mobiliser, nous,
sous la bannière Urgence Palestine. Tous les comités ils sont prêts dans les starting blocks. Tout à l'heure, voilà, ce sera contre l'islamophobie, que les gens comprennent bien. Ouais. Et clairement du coup, donc je voulais pas spoiler, mais je le dis clairement, Urgence Palestine, on va être dans la rue sur cette date importante, même si en réalité, ce sur quoi on est mobilisé là aujourd'hui, et en fait ça c'est important du coup vraiment que tout le monde comprenne. Urgence Palestine, les gens se réveillent aussi et soutiennent aujourd'hui parce qu'ils se disent ah ouais c'était beau, même quand j'étais effondré à voir les images de martyrs, les corps d'enfants déchiquetés, carbonisés, etc. Voilà, je voyais des choses qui se passent et rien que ça permet de tenir. En fait ce truc c'est pas acquis, tu peux pas prendre pour acquis l'autonomie qui est la nôtre, celle qu'on s'attelle à construire pierre après pierre, brique après brique, c'est pas acquis. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut donner de la force aussi à PDH, à tout ce qu'on construit là avec nos petites ressources dans un espace qui est extrêmement adverse. Faut signaler, Urgence Palestine est une organisation autonome. C'est très très important de le dire. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas dit, ça a été créé au mois d'octobre 2023 et c'est un front de plusieurs forces politiques, organisations politiques, collectifs. C'est une stratégie palestinienne, Urgence Palestine. Et je vais le dire comme ça, c'est-à-dire que nous, Palestiniens, on a commencé par constituer un front, effectivement, face aux risques de répression, etc. On a fait évoluer ça avec tous ces alliés de la lutte anticoloniale vers une organisation, un mouvement qui a permis d'accueillir tout un tas de gens qui ne sont pas dans les organisations. On connaît la sociologie et la réalité politique de nos quartiers, de nos diasporas, etc. Du coup, on a dit clairement, il faut qu'on puisse organiser les gens. Plutôt que d'être juste une coalition d'organisations. Et c'est ça, donner de la force aux Palestiniens, c'était rejoindre Urgence Palestine. Ça s'est fait. Aujourd'hui, il y a des centaines de personnes, plus de 1000 qui sont dans une vingtaine de groupes locaux. Et en fait, concrètement, ce dont il parle, c'est de dissoudre franchement, dans l'histoire, Youssef il pourra nous en dire plus, dans l'histoire de l'immigration postcoloniale, je crois que Urgence Palestine, c'est une des plus grandes forces de l'autonomie des nôtres. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'ils veulent dissoudre. Absolument. Donc voilà, clairement, cette histoire-là, on pourrait passer beaucoup de temps dessus, on n'a pas fini de l'écrire, mais là, avant de mettre un point final, on va faire en sorte que justement, il y ait plutôt des points de suspension, et là, du coup, la mobilisation, elle est de mise, et on est à fond là-dessus, on reçoit du soutien de partout, et ce que je voulais dire juste, c'est que, clairement, Urgence Palestine, qu'il le veuille ou non, la cause, elle est infiniment plus grande, et le combat, il continue. Et du coup, le 17 mai, il y a un appel des Palestiniens d'Europe. On rentre dans une période absolument déterminante. On parle de la Nakba. Ce processus continue. Les sionistes ont commencé par dire une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce projet, c'est un projet colonial et génocidaire depuis le début. Le génocide qu'on voit à Gaza, en fait, il est inscrit dans les gènes du projet sioniste. Donc quand on dit la Nakba, c'est un processus continu, c'est une façon de dire pour nous, stop au génocide. Et là, partout dans les capitales européennes, les diasporas palestiniennes et leurs alliés, ils sont organisés. Ça commence le 10. À Madrid, il y a une manifestation nationale où tu sais que tu vas avoir des dizaines de milliers de personnes. Parce que contrairement à la France, et ça je le dis, c'est important de sortir de l'hexagone exigu et de la France. Là-bas, tous les syndicats, ils appellent à manifester, ils remplissent des cars, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore ici. Tu as des grèves, tu vois, tu as des usines qui s'arrêtent pour aller manifester pour la Palestine. Des dockers, etc., qui refusent d'embarquer. Merci beaucoup. Là, je parle de l'Espagne, mais c'est le cas aussi en Italie. En Belgique aussi, les syndicats, ils sont beaucoup plus proactifs qu'ici en France. Au Maroc aussi, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, voilà, ça va faire le tour de toute l'Europe. Ça commence à Madrid, ça continue à Bruxelles, ça enchaîne en Italie. Et du coup, le 17 mai, ça va être une date importante de mobilisation à Paris et partout en France. Voilà, c'est un rendez-vous important. Urgence Palestine ou pas, qui décide de dissoudre ou pas, on compte vraiment sur vous. Même si Urgence Palestine n'existe plus, faites exister la cause palestinienne partout en France le 17 mai. C'est un samedi dans les rues de Paris et de toute la France. Et d'ailleurs, j'en profite pour réitérer un appel à tous nos amis syndicalistes. Oui, moi j'estime que les syndicats n'en font pas assez. Alors c'est peut-être facile pour moi de le dire, mais j'ai eu l'occasion de le dire l'autre jour à une réunion publique. Dans le 20e, oui, j'estime absolument que les syndicats français ne sont pas à la hauteur des autres syndicats européens, évidemment. Je pense que les syndicats français pourraient faire beaucoup plus comme soutien. Donc moi, je demande à tous nos amis syndiqués d'interpeller leur direction syndicale. De les interpeller, c'est pas normal que les syndicats soient à la traîne du combat en faveur de la Palestine, et en l'occurrence pour le soutien à Urgence Palestine. Ça n'est pas normal parce que, compte tenu de traditions ouvrières, etc., je veux dire, il est inadmissible que la France soit à la traîne de ce point de vue, que le monde ouvrier est concerné par... Et nous le savons très bien que des millions de travailleurs en France ne demandent que cela.
hein. Mais c'est évidemment beaucoup mieux, et interviennent déjà en tant que militants ou dans leur ville. Voilà, mais c'est beaucoup mieux lorsqu'il s'agit de directions syndicales qui prennent position. Évidemment, ça permet de faire pression. Donc nous attendons des directions syndicales qu'elles prennent position contre cette dissolution d'Urgence Palestine et pour soutien à cette lutte absolument héroïque, cette lutte qui fait avancer toutes les autres luttes. Nous savons très bien qu'il y a un problème. C'est l'histoire de l'islamophobie qui est brandie comme un drapeau rouge, avec laquelle on fait peur à tout le monde. Mais je crois qu'il faut que la France rompe avec cette islamophobie, parce que c'est effectivement un des nœuds qu'il y a dans ce pays pour le soutien. Cette espèce de racisme structurel, quasiment structurel. Aujourd'hui, il faut absolument lui tordre le cou. C'est inadmissible que l'on puisse encore faire peur avec des mots comme islam, on le voit tous les jours. Hein, je pense également aux poursuites que subit une islamologue Burga, François Burga aussi, et d'autres. Je le répète, 650 poursuites pour soi-disant apologie de terrorisme. Aucune, aucune pour apologie de génocide. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des dizaines et des dizaines de sionistes qui se répandent dans les médias aujourd'hui, qui justifient le génocide à Gaza, etc. Je pense à M. Corsia, qui parlait de finir le boulot à Gaza, classé sans suite. Louis Sarkozy, qu'ils crèvent tous. Voilà, qu'ils crèvent tous. Habib. Oui, Meilleur Habib. Alors, Barbara Lefebvre. Oui, alors oui, voilà, il faudrait faire une chronique. Très longue. Ouais. C'est inadmissible, ça. Ce sont des appels au meurtre. C'est pas une prise de position. Hein. C'est un appel au génocide, c'est un soutien au génocide. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les dirigeants français qui aujourd'hui soutiennent ce génocide, qui ne s'estiment pas hors d'atteinte, il y aura des poursuites un jour ou l'autre. Il y aura des poursuites un jour ou l'autre. Et tous ces dirigeants français et européens qui ont soutenu ces génocides, qui ne croient pas que demain, ils seront à l'abri également de poursuites. Hein. C'est ce qu'a raconté, c'est ce qu'a précisé Albanese. Francesca Albanese, la rapporteuse des Nations Unies pour les territoires palestiniens, et qui effectivement s'engage à poursuivre von der Leyen, hein, la chef de l'Europe, von der Leyen. Je veux dire, c'est inimaginable, ça. Ça veut dire que la poursuivre pour complicité de génocide. Pour complicité de génocide, pas uniquement apologie. Donc, que ces dirigeants se disent bien qu'un jour ou l'autre, ils seront rattrapés également par la justice. Hein, et comme on dit, ce ne sera pas uniquement l'histoire qui les jugera, mais les hommes et aujourd'hui. J'abonde totalement dans ce que vient de dire Youssef, et j'ajoute qu'il y a aussi des binationaux qui actuellement participent, ne font pas seulement l'apologie comme peuvent le faire tous ces chroniqueurs morbides, qui participent au génocide. On a même vu une histoire de cette semaine d'un franco-israélien qui est mort. Je pense que vous avez tous eu cette histoire, mais peu importe, c'est surtout pour parler de tous ces binationaux qui participent à l'action, j'allais dire, meurtrière et génocidaire de l'entité sioniste, et que j'espère très prochainement seront traduits devant la justice. Et je sais qu'il y a des organisations, notamment on en a parlé là, il y a très récemment par rapport à la mort de la petite Hind Rajab, j'espère que je prononce bien son nom, et de sa famille et de secouristes qui ont été vraiment massacrés, assassinés. Et apparemment, l'un de ceux qui a organisé cette tuerie a été identifié. Et donc, il y a tout un travail qui est fait pour identifier les meurtriers sur des actions bien précises, etc., qu'ils ont commises, et ensuite de pouvoir les poursuivre. Et j'espère, un jour, on espère tous, c'est notre vœu le plus cher, qu'il soit traduit devant la justice internationale et puni pour ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre. Pour les franco-israéliens, on parle de milliers de personnes. Hein. On parle pas de dizaines, hein, on parle de milliers de personnes. 1400 personnes au moins. Et c'est un point que je veux souligner aussi concernant Urgence Palestine, parce qu'on a beaucoup vu Urgence Palestine, les manifestations, etc. On fait partie de ces organisations qui portent aussi la voix des Palestiniens en tant que Palestiniens, Palestiniennes. On parle de personnes qui ont leur famille à Gaza, dont les maisons ont été détruites, dont les membres des familles ont été tués. Et c'est à ce titre qu'on a porté plainte. On a été les premiers, je crois, à le faire en France. Je suis sûr, pour génocide et complicité de génocide, notamment pour les actes de famine. On sait qu'il y a des franco-israéliens, certes, dans l'armée coloniale, mais il y a des franco-israéliens qui ont organisé carrément des convois de bus
pour que des colons se mettent en travers des convois humanitaires dans la bande de Gaza assiégée. Et toutes ces complicités, on n'oublie pas, on ne pardonne pas, et on se battra du coup pour avoir justice, que ce soit devant les juridictions françaises ou devant les juridictions internationales. L'arme du droit, on ne la lâche pas. Et en fait, ça, clairement, je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels ils en veulent particulièrement à Urgence Palestine. En fait, la réalité, c'est pas que les manifestations, c'est aussi qu'on est en train de déployer tout un ensemble d'actions dans le domaine juridique, dans le domaine politique, dans le domaine des publications, dans un travail d'influence, dans le travail de formation, en fait, d'une base militante de plus en plus exigeante aussi sur la façon dont on parle de la Palestine, en disant, tu peux parler de la Palestine, mais si tu le fais sans les Palestiniens à la place des Palestiniens, c'est pas pareil. 2, on va s'organiser, mais sans attendre que les syndicats et les états-majors de tel parti acceptent ou non de manifester ou de décréter la grève. Le changement, c'est nous qui sommes en train de le produire. Et concrètement, tu le vois dans les universités, tu le vois, il y a toute une génération qui est en train de se lever. Et ça, encore une fois, c'est ça qu'ils attaquent. Mais la réalité, c'est plus grand qu'eux, c'est plus grand que nous. Et ils ne peuvent pas tester. Une génération qui n'a pas honte de se dire antisioniste et qui n'a pas peur de déclarer qu'elle considère que le sionisme est un une... racisme, hein. Voilà. Comme les Nations Unies l'avaient affirmé à plusieurs reprises, même si les résolutions ont été abrogées comme au début des années 90, c'était la condition de participation d'Israël à la conférence de Madrid. Donc c'est absolument incroyable, même la façon dont ces résolutions qui condamnaient le sionisme comme étant une idéologie raciste et l'alliance criminelle entre l'État d'Israël et l'Afrique du Sud à l'époque, deux parmi d'autres résolutions, eh bien, c'est absolument incroyable comment l'ONU avait piétiné son propre droit. Je veux dire autre chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une génération qui se politise à travers la Palestine. Et ça, c'est quand même quelque chose d'émouvant. C'est des jeunes qui apprennent le mot lutte d'un peuple, qui apprennent le mot solidarité, qui apprennent des beaux mots. Non pas des gros mots, des beaux mots, et non pas des gros mots comme islamiste, etc. Enfin, le sens qu'on veut donner à islamiste, terrorisme islamiste et autres, dont on veut les abreuver. Comment les abreuver, Non, ça c'est important. Il est important de préciser que la plupart des grands ténors du sionisme aujourd'hui sont aussi les ténors de l'islamophobie. Ça, c'est important parce que les deux sont vraiment éminemment liés. D'ailleurs, on voit bien, c'est comme ça que ça a commencé. C'est cette grande campagne islamophobe aussi. C'est malheureusement parce que cette campagne islamophobe, à quelques prises en France, c'est aussi là-dessus que va s'appuyer la mise à l'encan de la cause palestinienne, enfin la tentative de mise à l'encan de la cause palestinienne. Donc c'est vraiment un racisme islamophobe, un racisme anti-palestinien aussi. Un racisme anti-palestinien aussi, je veux dire, on ne le dit pas assez. C'est un racisme global presque. On ne l'a pas évoqué, mais quand même, il faut savoir que sous la Macronie, il n'y a jamais eu autant de tentatives de dissolution. Et une des premières, ça a été le CCIF, donc le collectif contre l'islamophobie en France. Et que depuis, il y a eu plusieurs tentatives et des réussites, puisque le collectif Palestine vaincra a été dissous il y a 2 mois. Enfin, la décision a été donnée, mais c'était Darmanin, je crois, qui avait lancé la dissolution à l'époque. Oui. Il y a des gens dans le chat et puis même peut-être qui se posent la question. Est-ce qu'il y a un espoir pour vous que la dissolution ne soit pas effective? Alors tout le monde va faire en sorte de vous aider, mais est-ce que pour vous, vous envisagez quand même qu'il faudrait trouver d'autres formes pour retomber sur ses pattes? Les autres formes, on verra. Pour l'instant, on est en train d'essayer de sauver la maison d'un arrêté de démolition. Et ça, c'est encore possible. Il y a des recours. Le premier recours, c'est que là, du coup, on met nos arguments sur la table avec nos avocats. On a demandé un délai, c'est des week-ends de pont, etc. On a demandé d'avoir l'ensemble du dossier. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur a décidé. Donc, on ne se fait pas de grandes illusions sur ce que le gouvernement va acter sur le Conseil des ministres du 13 mai. Néanmoins, on pense qu'il est possible et qu'il est nécessaire de toute façon de faire le maximum et de mettre un maximum de pression. Et la pression, elle est en France. Elle est dans la rue, elle est dans la pétition, elle est sur les réseaux, etc. Mais elle est aussi à l'international. Ils pensent qu'on est un petit groupe de solidarité avec la Palestine. Ils n'ont pas compris en fait que les Palestiniens aujourd'hui sont organisés de façon très solide à travers le monde avec des réseaux. Aujourd'hui, les camarades et frères et sœurs palestiniens partout à travers le monde, ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire, comment on aide. Ça arrive, on en parlera le moment venu.
Mais la suite, c'est bien sûr qu'on a des avocats costauds. On va d'ailleurs devoir solliciter la solidarité, la générosité pour avoir les meilleurs avocats pour aller au Conseil d'État. De l'argent, bien sûr. Parce que ça se fait pas sans argent. Des signatures, c'est cool. De l'argent, c'est très bien. De la visibilité, on en a besoin. Et concrètement, la suite, c'est que s'ils ont le culot de signer ce décret en Conseil des ministres le 13 mai, Urgence Palestine est formellement dissoute. On fait un référé liberté, on fait des recours devant le Conseil d'État, et là, du coup, il y a encore moyen qu'on obtienne justice et qu'on obtienne gain de cause. Moi, pour le dire très franchement, je pense que c'est très possible. Ça dépend beaucoup de ce qu'on va faire chacune dans les tout prochains jours, de la mobilisation. Donc dès demain, là, on compte sur le maximum de monde pour blinder la place Stalingrad. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans la rue? On avait une place, on avait une salle 250 places. La jauge, elle a sauté. On avait une salle 500 places. Et les inscriptions, on a tout explosé. On est obligé de le faire dans la rue pour accueillir tous les gens qui ont déjà dit on sera là. Et on sera là pour Urgence Palestine, on sera là pour la Jeune Garde, on sera là contre cette dissolution inique et arbitraire. Il y a la Jeune Garde aussi. Alors c'est demain, donc place Stalingrad, donc c'est dans le 19e arrondissement à Paris, ouais. Donc c'est ouvert. Hein. Moi j'ai pris ma place, mais finalement ça sert à rien puisque vous avez ouvert. On invite quand même tout le monde à prendre, à s'inscrire. Ça nous permet juste d'avoir une jauge, de savoir en vrai combien de personnes on va accueillir ce jour-là. Je garantis pas un sandwich, une canette pour tout le monde, mais ça nous permet de mieux nous organiser quand même. Et donc voilà, continuez à vous inscrire, ça nous permet aussi d'être en contact pour la suite, etc. Tu parlais de pression aussi, il y a quand même un antécédent en France, c'est les soulèvements de la terre. Faut en parler parce que ça peut aussi donner de l'espoir aux gens, de se dire que donc les soulèvements de la terre, il y avait eu une volonté de dissoudre ce collectif donc écolo. Et puis finalement, le Conseil d'État a décidé que cette dissolution n'était pas valide. Et c'est aussi parce que, en tout cas on peut le penser, parce que les soulèvements de la terre ont reçu énormément de soutien. D'ailleurs, eux-mêmes disent qu'ils ont reçu, je crois, 100 000 adhésions dans les semaines qui ont suivi l'annonce de la dissolution. Il y a aussi eu à l'Assemblée, il y a eu près de 300 députés qui ont signé une pétition, en plus de la pétition populaire qui a récolté 60 000 signatures. Donc évidemment, la pression, ça peut faire changer les choses. Et il faut que chacun en ait bien conscience, quoi. Exactement. Et c'est pour ça, quand je te dis aujourd'hui, on est à 30 000 personnes qui ont signé, qui disent « Je suis Urgence Palestine, on ne dissout pas la cause palestinienne », ça donne énormément de force et ça participe de ce rapport de force qui va se jouer dans les tribunaux, à l'Assemblée, dans les questions au gouvernement, etc. Donc clairement, les soulèvements de la terre, déjà, chapeau, respect, parce que soulèvement, en arabe, ça se dit « intifada ». Et en fait, c'est l'utilisation de ce mot qui nous est reproché aujourd'hui. Je dédicace aussi Elias Dimzalen, qui va être jugé en appel pour avoir juste dit le mot intifada à Paris. Ils essayent de le traduire comme si ça voulait dire je sais pas quoi. Mais alors qu'en vrai... En tout cas, c'est eux qui ont, j'allais dire, dévoyé le sens originel du mot. Mais ça s'appuie sur un racisme là aussi. Bien sûr. Linguistique. Tu dis soulèvement en français, ça passe. Tu dis intifada en arabe. Tous les jours, il y a encore des organisations qui appellent à la révolution. Tout le monde trouve ça normal. Et je crois même que la CGT n'est pas opposée à cela. Par contre, tu dis intifada, alors ça devient... Donc ça s'appuie vraiment sur un racisme absolument incroyable. C'est ces mots, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ces mots dont on assène le public comme ça et qui sont destinés à faire peur. Je veux dire ce truc important parce que justement, tout le monde a peur et tout le monde, des fois, même on le voit, moi je le vois dans les signatures de la pétition aussi, et ça je le dis, c'est important. Il y a beaucoup de gens de toutes les origines et les confessions qui soutiennent, mais en fait quand tu regardes les nôtres là, arabes, musulmans, quartiers, etc., ils signent même plus, frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a peut-être la peur de mettre son blaze sur un truc comme ça, il y a la résignation quant au fait que, effectivement, le CCIF, il a été dissous, pas mal de nos organisations, elles ont été dissoutes, et du coup, il y a ce sentiment que, quoi que tu fasses... Dans un silence global, quoi que tu fasses, mais en fait, je vais le dire, dans toutes les organisations qui ont été dissoutes, déjà, il n'y en a aucune qui a récolté 3 à 4 jours après 30 000 signatures et tout le soutien que Urgence Palestine a reçu. Deuxièmement, soulèvement de la terre, ils ont gagné. Ils ont gagné grâce à la mobilisation. Comité Action Palestine, à Bordeaux, et je les salue et je les dédicace. Ils ont obtenu la suspension du décret ministériel. Donc en fait, concrètement, il y a des organisations palestiniennes, autonomes, des organisations pro-palestiniennes, des organisations écologistes, etc., qui ont gagné, et on va se donner les moyens de gagner. Et par rapport à, juste je rebondis sur ce que tu viens de dire, par rapport à
l'absence ou la faible mobilisation, ou en tout cas pas aussi forte qu'on pourrait souhaiter on va dire des indigènes, il faut aussi prendre en compte les réalités socio-économiques. C'est-à-dire que les populations indigènes, tendanciellement, elles sont moins argentées, elles sont moins autonomes financièrement, elles sont plus sujettes au licenciement ou tu vois, aux sanctions dans les entreprises, etc. Donc ça peut jouer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et qu'il ne faut pas... Je n'engage pas les gens à se cacher pour cette raison-là. Je veux juste qu'on ait aussi ça en tête lorsqu'on est soi-même militant. Socialement plus fragile. Lorsqu'on est soi-même militant, il faut aussi avoir en tête qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un statut protégé, qui sont des simples salariés, etc. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en tout cas, quel que soit, moi, ces personnes-là, je dis, voilà, le soutien peut prendre différentes formes. On n'est pas forcément obligé de mettre son visage sur Internet, etc. On peut donner de l'argent, on peut apporter des soutiens, apporter des compétences. Voilà, par exemple, que ce soit, je sais pas, de l'infographie, que ce soit des capacités rédactionnelles, que ce soit toutes les compétences peuvent être mises à profit. Et donc l'engagement politique, c'est pas forcément seulement être un tribun, être en haut du camion et puis faire des grands discours. C'est aussi plein de petites actions. Et vraiment, moi j'appelle parce que on rencontre beaucoup de gens qui se disent ouais, moi je sais pas trop. Mais moi ce que je réponds à chaque fois à ces personnes-là, c'est mais en fait il y a besoin de rien. Il y a juste besoin d'avoir les bonnes idées, les bonnes convictions, si je puis dire. Et après de vouloir se mettre en mouvement. Et puis je crois aussi il est temps d'inverser la peur. On ne va pas continuer comme ça, à avoir peur des années et des années. D'abord, ce qui se passe pour Urgence Palestine, il faut le dire, peut aussi, demain, frapper des tas d'autres associations. Et ça, il faut que les gens le comprennent bien. C'est des tests qui sont lancés à chaque fois. C'est aussi une des raisons supplémentaires. C'est évidemment pas la principale, mais c'est une des raisons. C'est que ça va toucher demain d'autres associations, évidemment. Et que les syndicats ne se croient pas à l'abri. L'autre jour, on parlait bien quand même de dissoudre le syndicat de la magistrature. Des gens ont évoqué cela, le syndicat de la magistrature. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que même chez les juges, il y a une terreur. Faut le savoir. C'est que, bien évidemment, on s'en doute, pour obtenir les résultats qu'on a au niveau de la justice, il y a une terreur au sein même de la magistrature. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de juges. Et moi, je pense par exemple au syndicat de la magistrature, qui nous avait accompagnés en mission civile en Palestine, à l'époque. Absolument. Oui, mais c'est... Baiser de la mort, ouais. Ah, mais oui, c'était... Il écoute l'émission, on ne savait pas. Ah ben non, c'était... Et je salue d'ailleurs notre ami de l'époque, Élie Sirmarin, c'est pas du tout un secret, au contraire. Et ça avait été quelque chose de formidable. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, des gens évoquaient la dissolution du syndicat de la magistrature. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah bah ça avait été évoqué il y a un mois de cela. En disant que, bien sûr, le syndicat de la magistrature faisait de la politique suite notamment à la condamnation de Marine Le Pen. Il y a eu une grosse levée de bouclier. Oui, une grande campagne. La fachosphère, pour dire en fait gouvernement des juges et bien sûr le mur des cons, etc. C'est ça, exactement, bravo. Bien sûr, bravo. Non, bah tu as une bonne mémoire, effectivement, je ne me souvenais plus exactement. Est-ce que c'est des gens sérieux qui ont des responsabilités qui disent ça? Parce que c'est très grave. Ou alors est-ce que c'est des lambda comme ça? Non, chère Sabrina, mais on voit bien comment ça se passe. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, alors que les choses soient claires, on n'a pas de gouvernement fasciste aujourd'hui, mais on a un gouvernement d'extrême droite, sans aucune hésitation. Et ça veut dire que ce gouvernement d'extrême droite aujourd'hui, il puise ses idées, où ça? Dans l'extrême droite, tout simplement, c'est logique. Quand un facho rencontre un autre facho, il se raconte des histoires de fachos. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a même évoqué, rappelez-vous, il y a quelques jours dans ça, la dissolution même de l'AFI. Il y a des gens qui évoquent même la dissolution de l'AFI. Il s'agit de députés du RN qui évoquent ça. Là, mais on voit à quel point les idées du RN, et d'ailleurs là, il y a une sorte de perméabilité totale avec les idées de l'extrême droite, du côté du gouvernement, sans aucun problème. D'ailleurs, on le voit bien, l'agenda qui est en train d'être rempli progressivement, c'est l'agenda d'extrême droite. Toutes les mesures qui sont prises, des mesures folles auxquelles personne n'aurait cru une seule seconde, elles sont en train d'être prises elles ont d'abord été initiées dans l'extrême droite, qui est un véritable laboratoire de l'action future du gouvernement. On peut dire que le RN est le laboratoire de ce que le gouvernement fera plus tard, sans aucune hésitation. Selon la fameuse parabole de la pente. Il y a la bille qui descend la pente, la bille du fascisme descend la pente, et s'il n'y a rien qui s'oppose à cette bille qui descend, c'est une loi physique,
une force opposée directement. Cette bille, elle va continuer à descendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui, les gens qui ont des atermoiements, qui hésitent en se disant peut-être non, urgence Palestine, non, pas du tout. Ça, vous serez touchés demain. Si vous ne réagissez pas aujourd'hui pour urgence Palestine, pour la Jeune Garde et pour les autres, vous serez touchés demain. Et les syndicats également. Donc c'est très important de comprendre cela. Déjà, il y a eu la réaction du RN qui a dit que Retailleau avait des manœuvres électoralistes qui marchaient un peu sur les plates-bandes du Rassemblement national. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Je crois même qu'ils ont parlé de plagiat. Ils exigent un copyright maintenant. Et puis nous, ça fait des années. Vous vous rappelez quand Génération Identitaire avait été dissous ? Donc l'extrême droite, un groupe d'extrême droite. À gauche, il y avait des gens qui s'étaient réjouis en disant super, c'est bien, enfin. Mais non, on va pas chialer parce qu'ils se font dissoudre. Mais même à ce moment-là, il y avait eu des gens dont on faisait partie qui disaient attention, vigilance, parce que là, et on le voit très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Retailleau ? Il a la Jeune Garde, Urgence Palestine, et le même jour, Lyon Populaire, qui est l'équivalent de Génération Identitaire pour Lyon. D'ailleurs, je crois même que c'est un petit peu une reconfiguration de leur équipe. Vous voyez, donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne l'impression que finalement, les extrêmes sont dangereux, qu'il s'occupe, qu'il est équilibré. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Samir, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Je pense que si Retailleau voulait être équilibré, pour Urgence Palestine, faudrait qu'il dissolve le CRIF tout simplement, ou l'organisation juive européenne qui, à mon avis, n'a rien de juif, mais est tout à fait sioniste, parce que on sait que c'est l'organisation juive européenne qui aujourd'hui est derrière de nombreuses plaintes qui sont faites et que le gouvernement s'emploie ensuite à mettre en pratique. Ça, c'est aussi un vrai problème dont on pourrait parler. Mais tu as tout à fait raison. On ne doit jamais se réjouir de la répression, l'État, surtout quand on a affaire à un État d'extrême droite. Mais peut-être un mot d'Omar là-dessus, justement, sur le fait que peut-être il y a une sorte de stratégie de noyer UP en mettant aussi d'autres dissolutions sur la table. Deux choses importantes. Bon, déjà, je pense effectivement il y a un problème de fond à ce que l'État intervienne de cette façon-là dans les affaires politiques du pays. Ça veut dire qu'ils s'autorisent en fait à dire ce qui est bon, pas bon, autorisé, etc. Qu'ils interviennent sur des violences. Oui. C'est légitime qu'ils interviennent sur des choses qui causent un trouble majeur dans ce pays. Yallah. Mais là, clairement, ces dissolutions, en fait, c'est effectivement une porte ouverte à toutes les dérives. Très politique. Et dans le cas d'Urgence Palestine, faut le dire en gros de façon très claire, ce qui nous est reproché, ça peut être reproché demain effectivement à n'importe quel parti, à n'importe quel syndicat. Donc concrètement, voilà, il y a une menace effectivement pour l'ensemble du champ politique français. Il y a une dérive institutionnelle. On est encore en train de travailler sur nos argumentaires juridiques, mais ce que me disaient des avocats aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est même une dérive pour l'ensemble du champ associatif. C'est-à-dire qu'en gros, en implicite, ils nous demandent presque de vérifier le petit gré de chaque personne qui participerait comme bénévole de près ou de loin aux actions d'Urgence Palestine. En fait, ils nous demandent de faire une police, un flicage, qui serait un préalable à l'entrée dans l'engagement de toute personne. Et ça, concrètement, c'est effectivement une dérive. Alors tu dis, Youssef, moi ça m'interpelle. Tu dis, c'est pas encore fasciste, c'est l'extrême droite. Je ne sais pas à quel moment dans cette dérive, dans cette tombée de la bille, on fait la différence entre le moment où on y est et le moment où on n'y est pas encore. Ce qui est sûr, c'est que la dissolution d'Urgence Palestine, de la Jeune Garde et cette dérive autoritaire de l'État, elle fait partie de ce processus de fascisation et que c'est un pas de plus dans la mauvaise direction. À nous de faire en sorte de le stopper. Bien sûr, bien sûr. Du coup, Omar, on va finir parce qu'en plus, je sais que tu as une réunion après, peut-être pour préparer justement le meeting de demain. Plein de choses. Voilà. Concrètement, on a tellement de choses à le lancer. Donc, remettons les images aussi des personnes qui soutiennent Urgence Palestine. Demain, il y aura qui à ce meeting ? Ah bah non, il y aura qui ? Mais pourquoi pas, tiens. Là, du coup, on est vraiment sur un meeting politique. On a dit là, aujourd'hui, on a besoin du soutien des forces politiques de ce pays, de ceux qui, aujourd'hui, pensent qu'il y a une dérive extrêmement dangereuse. Et donc, ceux qui seront là, je les cite dans le désordre, Raphaël Arnaud, Yuli Yamamoto, elle sera là comme porte-parole d'Attaque. Il y a des représentants du PCF, d'Europe Écologie Les Verts, et bien sûr de la LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera là, des voix palestiniennes, et on sera tous et toutes là en personne pour porter du coup cette exigence de l'arrêt de la dissolution et de cette procédure qui est engagée. En tout cas, moi, je serai là. Ça c'est le prochain rendez-vous, on compte sur vous. Mais je crois, attends, on n'a pas des annonces à faire là-dessus ?
C'est-à-dire Il me semble que vous allez diffuser directement. Ah ben oui, bien sûr Omar, ce sera diffusé sur Parole d'Honneur en direct. Okay. Donc ceux qui ne pourront pas être là, vous pourrez être avec nous d'une certaine façon pour écouter. Ce sera en plus en plein air. Ouais. Et pour l'équipe technique, c'est un petit challenge. Coup, mais ils vont le faire parce qu'ils veulent absolument être là pour vous soutenir. Ouais, c'est précieux. C'est une bataille essentielle. C'est un jalon essentiel dans la vie politique de ce pays. Et c'est une bataille qu'il faut remporter. Qu'il faut remporter pour, bien sûr, pour UP, pour Urgence Palestine, mais pour l'avenir de ce pays, c'est essentiel aujourd'hui de remporter cette bataille. C'est une bataille noble, c'est une bataille en soutien à un peuple, c'est une bataille pour le soutien à des idées libres, à la liberté d'expression aussi, c'est une bataille pour la vie politique, pour une vie politique libre, et je crois que le gouvernement le sait très bien. Ça a valeur de test. Et c'est pour ça que nous devons remporter ce test, absolument. Ce n'est pas nous qui libérons la Palestine, c'est la Palestine qui nous libère. Et je pense qu'on peut un petit peu, on va dire, prolonger cette parabole en disant que là, c'est pas nous qui soutiendrons Urgence Palestine, c'est Urgence Palestine qui nous soutient justement dans notre possibilité et notre capacité d'avoir une voix entendue en France. C'est-à-dire que sans Urgence Palestine, je dis pas que tout s'arrêtera, mais en tout cas, il est indiscutable que Urgence Palestine a été un catalyseur, c'est-à-dire qu'ils ont agrégé autour de beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et vraiment un moteur dans cette oui, non, mais a été juste depuis le début de la contestation et du soutien au peuple palestinien, et bien sûr pour les années à venir, mais j'espère le moins possible pour que tout ça soit terminé positivement pour les Palestiniens. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment ça, c'est que ce travail qui est fait par Urgence Palestine nous permet individuellement et à d'autres organisations d'être, toujours en mouvement. Et voilà, et je pense que c'est ça que le gouvernement essaye de stopper, essaye de briser, mais bien évidemment, ils n'y parviendront pas. Vive Urgence Palestine et vive la Palestine. Palestine. Très bien. Merci Omar. Merci. On peut remettre toutes les infos pour soutenir avec signer la pétition. Vous n'avez pas mis de donner de l'argent d'ailleurs dedans. Il n'y a pas de cagnotte, Omar? Ouais, il faut. Demain, on est en train d'améliorer nos outils petit à petit. Et du coup, la première chose à faire, c'est tu signes et après t'inquiète, on te recontacte quand la cagnotte est en place. C'est dans la NAS. De toute façon, après, t'es fiché. Donc, et comme le disait une participante au village palestinien à Chambéry. Village de la lutte palestinienne. Village de la lutte. Encore plus beau. Exactement, le nom, tout à fait. Village de la lutte palestinienne, absolument. Une sœur des Blouses Blanches. Elle disait, n'hésitez pas à signer pour vos amis, pour vos parents, etc. C'est-à-dire que voilà, c'est une très bonne façon de les impliquer politiquement, et c'est une œuvre salutaire. Il y a quelqu'un qui demande si on pourra contribuer financièrement sur place. Est-ce qu'il y aura des collectes sur place. En direct, quoi. En direct, il n'y a pas de problème. Venez demain et puis déjà, soyez là, ça sera important d'être présent. Et puis ensuite, si vous souhaitez contribuer, vous pourrez le faire, bien sûr. On compte sur vous. Il fait beau demain et les plus beaux cœurs seront rassemblés place Stalingrad pour la Palestine et contre le fascisme. Voilà, donc vous n'avez aucune excuse si vous n'êtes pas là.